Tout de suite, magazine. C'est parti pour le magazine du peuple. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout. Vous faites bien, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Oui, deux thématiques à l'ordre du jour. Vous le savez, le 30 juin de cette année, la RDC va totaliser 63 ans après son indépendance. Dans la première partie de votre magazine, nous ferons les check-up du système éducatif R2 congolais pour savoir est-ce que le système éducatif évolue ou continue à traîner les pas. Dans la deuxième partie de votre magazine, nous parlerons de cette disposition constitutionnelle qui stipule dans son article 142, alinéa 2, qui parle tout justement de la traduction de lois et textes légaux de la République démocratique du Congo, qui jusque-là souffre de sa concrétisation. La grande question qui taraude les esprits, est-ce une priorité ou un passe-temps? Mes invités sur ces plateaux vont tenter de répondre à ces questions. Je m'en vais comme ça. Vous le présentez, Jancy Kimbangu, bonjour et bienvenue. Bonjour, j'y reste. En forme? Très en forme. Ça fait très longtemps. Ouais, je suis là. Voilà, la première question, comment va le pays? En tant que positiviste, oui, j'aime toujours dire tout va bien. Tout va bien. Même si on sent qu'il y a à boire, à manger, à vomir. C'est satisfaisant, oui. Mais dans l'ensemble, on peut dire ça, tout va bien. Et c'est avec cet esprit positif que nous allons réussir à gagner ces paris, à redorer encore le blason de notre pays. Merci beaucoup, Jancy Kimbangu. Je rappelle votre CEO de Kim Agency. Monsieur Dan Zanga, présentateur des émissions à succès à Congo Télévision. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Je ne voulais pas que vous dites succès. Mais c'est la vérité. Vous êtes humble, je le sais, mais vous êtes présentateur des émissions à succès. Ça demeure relatif. Hein. Voilà. Ce qui est vérité pour vous peut décaler pour moi. Voilà. En forme? Oui, plus ou moins bien, ça va. Comment va le pays? Je pense qu'on peut dire que ça pourra aller. Vous êtes un peu dubitatif. Hein? Bon, si on dit que ça va, c'est que, bon, je ne sais pas sur base de quoi on se base pour dire que ça va. Mais, alors vous contredisez Jancy Kimbangu, qui est juste à côté de vous? Non, pas du tout. J'accepte son point de vue, mais je ne veux pas non plus le contredire. Okay. Mais je me dis qu'il faut qu'il ait ses propres indicateurs pour dire que le pays va bien. Voilà. Donc, je crois il y a beaucoup à faire encore. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Obed Mounouma, première participation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Paul Gérens. En forme? Oui, en forme. Alors, selon vous, comment va le pays? Oui, le pays... Votre micro. Oui, le pays est en train de basculer, mais maintenant là, avec le vouloir du chef de l'État, le pays au moins ose d'être mis dans le rail. Ah, selon vous? Oui, selon moi. Ok, merci beaucoup, monsieur Obed Mounouma. Joe Ilonga, qui nous a... Voilà, ça faisait beaucoup de temps, on le cherchait, mais heureusement, aujourd'hui, il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Paul Gérès. Très belle cravate. Merci beaucoup. Comment va le pays? Le pays de Félix Antoine Tshisekedi. J'aime magnifique. Va très très bien. Le pays se porte magnifiquement bien. Ok. Le pays va bien. Voilà. Je voudrais le dire, le pays va bien. Et je salue également les amis qui sont avec nous sur le plateau. J'espère que le débat sera à la hauteur des attentes de la population. Voilà, merci beaucoup, Joe Ilonga. On prend la première thématique, check-up du système éducatif R2 congolais, 63 ans après l'indépendance. Que dire de ce système éducatif? Les autres disent qu'avant, c'était bien, mais maintenant, il y a à boire, à manger et à vomir. Les gens qui sont sur ces plateaux vont tenter de répondre à cette question. Je commence avec les doctorants Jancy Kimbangu. Si on doit faire le check-up du système éducatif RD congolais, 63 ans après l'indépendance, vous direz quoi concrètement? Nous avons évolué, nous avons reculé ou
nous faisons du surplace. On vous écoute. Merci beaucoup, Jérès, pour ce très bel exercice. Je dirais exercice scientifique. Vous avez toujours organisé des forums. Surtout l'architecture de vos thèmes, ça permet à ce que nous parlions du pays. Merci beaucoup. Et surtout la qualité des intervenants. J'ai oublié de le dire au début. Et par rapport à votre question, je dirais le système éducatif du Congo. Dire que ça n'a pas évolué, je ne serais pas honnête envers moi-même. Sur le plan de la forme, je pense qu'il y a beaucoup de progrès et je salue aussi le ministre actuel, Tony Mwamba, pour ses efforts. Quand on parle d'un système éducatif, on prend un peu de je tout. Suis en train on prend de, les SU, les je PST, suis en train de parler, formation professionnelle. Voilà, le ministre, mais ça c'est la base. Oui. Je pense qu'il fait beaucoup d'efforts avec la vision du chef de l'État et tous les autres ministres qui sont intéressés ou qui sont impliqués dans ces secteurs. Mais je dirais que 63 ans après, le système éducatif sur le plan du fond n'a pas évolué. Nous avons un système éducatif qui est, je dirais, bâclé, qui ne répond pas aux attentes de la République démocratique du Congo. Un pays qui a plus de 77 millions d'habitants, qui est parmi le 20 plus grand pays en termes de la démocratie, et troisième en Afrique, 20 sur le classement mondial. Je peux dire que le système éducatif n'atteint pas le niveau de la RDC. La RDC, c'est un grand pays, c'est une grande puissance, je dirais en devenir, si et seulement si nous capitalisons ces thèmes que vous avez choisis, nous capitalisons ces secteurs, parce qu'on ne peut pas parler d'un grand pays sans un système éducatif efficace. Le système éducatif, je le dis, du point de vue de contenu, n'est pas vraiment armé à démontrer, j'ai animé plusieurs conférences sur ça, à démontrer ses incapacités en termes du temps. Au niveau, à l'époque coloniale, c'est pratiquement le même système éducatif que nous utilisons, axé sur... Donc nous faisons du surplace, si on doit le comprendre comme ça. Maternelle, primaire, secondaire, et puis, quand on parle secondaire, humanité, et puis supérieur et universitaire. Nous avons 4 phases. Oui. Mais ces systèmes éducatifs étaient calqués sur le modèle belge. Et jusqu'à présent, nous avons eu l'indépendance, parce qu'on parle de l'indépendance, mais l'indépendance c'est seulement sur le plan politique, je peux dire ça comme ça, mais sur le plan éducationnel, sur le plan du système éducatif, nous restons encore dépendants. Merci beaucoup, Jean-C. Kimbangu, je vous reviens. Joe Ilonga. Joe Ilonga, je suis à vous. Quand Jean-C. Kimbangu s'exprimait, j'ai retenu une phrase: les contenus du système éducatif n'a pas évolué. Selon ses propos, nous faisons du surplace. Oui. Vous partagez son point de vue ou vous réfléchissez autrement? Je partage amplement son point de vue, mais en essayant de rajouter certains éléments qui pourront permettre de mieux comprendre ce que Jean-C a dit tout à l'heure, ce que, au-delà de l'adaptation, au-delà de l'évolution, le système éducatif congolais n'a pas été adapté depuis 1960 jusqu'à ce jour à la réalité congolaise. Parce que quand vous prenez les grandes puissances du monde, ça n'a pas été, tous ces pays n'ont pas été suffisamment développés grâce à la littérature. Il n'y a aucune littérature qui a développé un seul pays au monde. La Chine, après tout ce qu'ils ont vécu, ils ont construit. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons un système bâclé. Moi, je ne suis même pas dans primaire, secondaire, humanité. Je suis plutôt dans... Depuis qu'on est petit, on nous inculque une mentalité qui consiste à croire que pour réussir dans la vie, forcément, il y a des disciplines de la vie à suivre. Nous n'avons pas une classe moyenne aujourd'hui. C'est-à-dire,
c'est quoi la valeur d'un diplômé d'État en République démocratique du Congo? Très bonne question. C'est quoi sa valeur? C'est quoi la valeur d'un gradué aujourd'hui? Alors, toutes ces réponses ne peuvent être données que si et seulement si on se pose la question sur l'adaptabilité de notre système éducatif. Nous avons un pays chantier. Nous avons un pays qui a besoin de... Joe Ilonga a un pays chantier 63 ans après l'indépendance. Je m'explique. Ça fait froid au dos. Je m'explique. Un pays chantier. Dans ce pays, nous avons besoin de plus de maçons, plus d'agriculteurs, plus, je ne sais pas moi, des praticiens, plus d'agisteurs. Mais moi, on ne pourra pas développer dans ces pays au moment où nous avons plus d'avocats que d'agriculteurs. Dans un pays comme le nôtre. Les avocats vous dérangent? Non, je ne calque pas une catégorie des gens, mais je vais parler de la réalité congolaise. C'est-à-dire, nous avons des millions et des millions de kilomètres d'hectares arables aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ah, terre arable. Ouais, comme les disait à son époque. Pour ne pas dire arabe. Les disait à son époque. Comme l'aîné. Donc vous comprenez que le système éducatif n'est pas adapté aux besoins que nous avons réellement sur le terrain. C'est-à-dire, même en termes d'orientation. Quand on oriente les enfants, nous les orientons où? Et la matière dispensée, ça aussi, ça pose problème. Nous avons des centres de formation, mais nous avons peu d'écoles de formation. Parce qu'il y a une différence entre un centre de formation et une école de formation. Il y en a à compter sur le bout du doigt. L'INPP est essoufflé aujourd'hui. Essoufflé. C'est-à-dire, la réflexion sur le système éducatif congolais ne doit pas se faire seulement par rapport à la matière dispensée, mais doit se faire en se référant par rapport aux besoins que nous avons. Les Chinois ont construit la Chine, les Américains ont fait les États-Unis, les Russes ont fait la Russie, les Congolais doivent faire le Congo. Mais de quelle manière? Voir ce que nous avons sur la table. D'où l'importance de parler du projet de développement de 145 territoires à la base, qui prend en compte les véritables réalités, les véritables problèmes de la société, les véritables problèmes que nous vivons au quotidien. Moi, j'ai été dans le Congo central, ici. J'ai vu des gens, des agronomes, produire des fruits, ici en République démocratique du Congo, mais qui souffrent d'un problème d'acheminement. Et ces fruits pourrissent. Et ces fruits tout au long du chemin. Mais il y a des intellectuels ici à Kinshasa qui ne sont pas capables de réfléchir sur comment faire pour prendre ce fruit, quitter le Congo central. Est-ce que l'État met suffisamment le moyen pour que ces intellectuels réfléchissent? Ne réfléchissons pas essentiellement autour de ce que l'État a fait pour toi. Mais réfléchissons plus sur ce qu'on peut faire pour ce pays. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Voilà pourquoi plusieurs disent que si ce pays ne décolle pas, la faute c'est aux intellectuels. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Si ce pays ne décolle pas, la faute c'est aux intellectuels. C'est votre point de vue. Monsieur Danzang, je suis à vous. Quand Jean-Sé Kimbangu parlait, quand Joe Ilonga parlait, on a constaté que leur réponse allait dans la même logique. Le système éducatif congolais est bâclé, le contenu n'est pas intéressant. Voilà, la matière dispensée ne répond pas aux attentes du pays. Selon vous, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, 63 ans après l'indépendance, le système éducatif congolais a évolué? Non, on n'a pas évolué, on a plutôt reculé. Reculé. Malheureusement. Ça, c'est un autre détail, reculé. Oui. Je note. Oui, on a reculé parce que quand vous vous rendez compte de... Je parle du contenu d'abord. Du contenu, de ce que nous apprenons à l'école, depuis l'école primaire. Jusqu'à ma maternelle, hein, parce que moi j'ai fait la maternelle. Ah, moi je n'ai pas fait la maternelle. Moi je n'ai pas fait la maternelle. Moi j'ai fait la maternelle. Les parents n'avaient pas assez de moyens à cette époque-là. Non, moi j'ai fait la maternelle, c'était gratuit. Bah, ça dépend de période. Hein. Ah oui, c'était gratuit. Mon père travaillait dans une entreprise où les écoles étaient... donc les écoles, l'entreprise disposait des écoles pour les enfants des travailleurs. Mon père est pasteur. Voilà. Vous, au moins, vous avez l'argent de dîmes. Répondez à ma question. Les offrandes, tout ça. Alors, on a reculé. Ok. On a reculé pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que le monde est en train d'évoluer. Le monde évolue et il faudrait que l'éducation aussi puisse évoluer avec le monde. L'éducation congolaise puisse évoluer avec le monde. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire les mutations auxquelles le monde est soumis doivent également faire en sorte que notre système éducatif puisse
justement s'adapter. Vous allez vous rendre compte que le système que nous avons aujourd'hui, c'est le système que nous a légué par le colon, hein, le système éducatif. Légué ou imposé? Non, légué parce qu'on nous a colonisés, Okay. on nous a laissés. Okay. Vous comprenez? On avait, quand ils sont venus... On pouvait aussi opérer le choix de choisir même le système français. Oui, mais... Ça dépendait de nous, ce n'était pas une obligation. Oui, ça rentre dans les réformes que nous devrions peut-être choisir. Okay. Voilà pourquoi je dis, on nous a légué un système qui était appliqué depuis longtemps à l'étranger, à l'extérieur. 3 ans à l'école primaire, à l'école maternelle, 6 ans à l'école primaire, 6 ans à l'école secondaire, et puis au-delà. Ce système, d'abord, nous prend beaucoup plus de temps. Vous voyez une personne qui termine les humanités, les plus âgés, c'est 18 ans. Or, ailleurs, c'est 16 ans. 16 ans, une personne termine les humanités. Et il peut faire 3 ans simplement, il termine et il est capable de servir son État. Ici, chez nous, on nous prend d'abord 18 ans. Après 18 ans, on vous prend encore 5 ans. Ça vous fait 23 ans. Oui. Dans les 23 ans, vous commencez maintenant à vous promener avec vos CV un peu partout. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Vous voyez? Vous vous rendez compte qu'il y a des gens, tu as 28 ans, tu as 29 ans, tu as 30 ans, tu n'as pratiquement rien. Tu n'as pas de carrière. Or, ailleurs, une personne a 20 ans. Et puis déjà. quand vous partez demander le travail, vous demande 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience. Ce sont des choses que nous devons modifier. L'aspect du besoin social, le besoin de la société congolaise. Qu'avons-nous réellement besoin? C'est à ça que nous devons orienter notre éducation. Notre pays a quel potentiel en termes de production? Il a parlé des terres arables. Nous avons 80 millions de terres arables. Mon frère. 80 millions d'hectares de terres arables. C'est immense. Donc nous devons calquer notre éducation. On en fait quoi? On en fait quoi concrètement? On en fait Il quoi? faut des filières importantes sur l'agriculture. Il faut des filières, moi je me dis qu'il faut une université spécialement sur l'agriculture, dans toutes les provinces. Parce qu'il faut les recherches, il faut les moyens, il faut les financements, il faut l'encadrement. Oui, continuez. Vous voyez tout ça? Continuez. Oui. Et donc, ça va nous aider d'abord. Si les universités sont adaptées aux besoins sociaux, ça va résorber la question du chômage. Oui. Nous avons un chômage endémique, plus de 90% de chômeurs. On ne travaille pas, les Congolais. Oui. Cette main-d'œuvre est en train de mourir. Or, ailleurs, il y a le plein emploi. Aux États-Unis, il y a le plein emploi. 95% des personnes travaillent, 97%, 97%, 98% des gens qui travaillent. Vous vous rendez compte que tous les Américains contribuent au développement de leur pays. Mais nous avons des chômeurs. Les gens qui sont à la maison, ils ne font rien. Voilà pourquoi le pays ne peut pas avancer. Il faut orienter notre système éducatif aux besoins sociaux. Nous avons des minéraux, des matières premières. Ça n'en profite à qui? Ça n'en profite à personne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée au niveau national. Nous n'avons pas une école de joaillerie en République démocratique du Congo. Il n'y a pas quoi? De joaillerie. Non, mais là où on travaille sur tout ce qu'il y a comme bijoux et autres. Okay. Il n'y en a pas. Et donc, il faut que nous arrivions à nous repenser, à repenser notre système éducatif. Déjà, limiter les temps. Les gens étudient beaucoup inutilement. Il y a des filières qu'il faut éliminer. Il y a des filières, des sections qu'il faut éliminer. Il y a des cours qu'il faut éliminer. Moi, j'ai appris, je pense en 3e des humanités, le cours de sténographie. On vous apprend à écrire, je ne sais pas moi. Et ça m'a servi à quoi? Je me rends compte que j'ai perdu mon temps inutilement. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des enfants qui sont en train de perdre le temps à l'école. Là, ils apprennent des histoires qui ne vont leur servir à rien. On appelle le cours de mathématiques ici. On parle de triangle, là, c'est quoi? Trigonométrie, je crois. Voilà. Ça m'a servi à quoi? Trigonométrie, j'ai appris ça pendant. Ça m'a cassé les nerfs en train de chercher à prendre les formules, tout ça. Mais pour moi qui ai fait les sciences de la communication, vous voyez, c'est une perte de temps. Il faut changer déjà. Merci. Oui, 3 secondes. Je finis par dire que. M. Obed prenne la parole. Je finis par dire que. Il faut un sursaut patriotique. Okay. C'est le peuple qui doit se prendre en charge. Aussi longtemps qu'on attend de ces détourneurs qui sont en train de nous diriger, le changement, on n'arrivera à rien. C'est le peuple qui doit se prendre en charge. Ce sont les gens qui réfléchissent dans ce prendre. Merci beaucoup, M. Obed. Avant de donner la parole à M. Obed, je dis un grand merci à la grande équipe technique qui nous accompagne. Voilà, Plamervie, Godet et Tati Luki sur la caméra. Monsieur Obed, je suis à vous.
les points de vue sur ces plateaux convergent dans la même logique. Vous aussi, vous partagez le même point de vue, qui est le système éducatif congolais. Nous, en tant que jeunes leaders, jeunes leaders, nous sommes toujours l'approche de la jeunesse congolaise que nous vivons avec et quotidiennement. Et nous avons constaté beaucoup de péripéties dans le chef de cette jeunesse qui est lié à l'éducation. Quand vous parlez péripéties, vous voulez dire quoi concrètement? C'est-à-dire il y a beaucoup à apprendre encore et à revoir sur le système éducatif de notre pays. Donc il y a beaucoup des astuces qu'il faut encore revoir dans le système éducatif de notre pays. D'entrée de jeu, je vous dirai une chose que je viens de dire d'ailleurs trop récemment dans une conférence que nous venons d'animer avec la jeunesse congolaise en général et en particulier la jeunesse du Moamba. Qu'est-ce que nous les avons dit et qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain? Là, vous répondez à ma question, j'espère. Bien sûr que oui. Parce qu'en revenant du Congo, particulièrement à Kinshasa, nous avons constaté qu'il y a plus de diplômes que de diplômés. Et ça, c'est intéressant, Joe Ilonga. Qu'est-ce qui fait cette différence-là de dire que non, nous avons constaté sur le terrain que dans notre pays, la RDC, nous avons plus de diplômes que de diplômés? C'est par rapport aux échanges que nous avons eu avec cette jeunesse qui est à tout moment ou après chaque année à l'épreuve de l'examen d'État ou de TUNAFEP qui est aujourd'hui ENASOP. Et nous avons constaté que ces jeunes ne sont pas en mesure de défendre le papier dont ils détiennent. Et le papier qui est diplôme n'est qu'un papier farouche qui atteste que nous avons passé régulièrement, nous avons pris part au système éducatif de notre pays, c'est-à-dire l'école primaire. 6e, nous avons pu passer le test de INASOP. Nous sommes allés... Avec l'éducation de base, Dieu ne va pas me contredire maintenant nous sommes allés la 4e. À l'éducation secondaire et humanitaire. Et l'État congolais nous a attesté par le biais du ministère de l'EPST. Nous sommes qualifiés, diplômés, mais nous ne sommes pas à mesure de défendre ce diplôme dont nous détenons. Et nous avons constaté que dans notre pays, nous avons plus de diplômes que de diplômés. Et cela étant, nous accuserons d'une part l'État congolais. Pourquoi? L'État fait quoi? La manière dont ils sont en train d'harmoniser l'enseignement congolais. Parce que nous avons une constitution, la copie de la constitution que nous détenons. Et que dit la constitution dans son article que nous pourrions tous lire après ce plateau ou pendant ce plateau? Vous allez lire l'article 42, 43, 44, 45, 123.5. Ces articles disent quoi concrètement? On vous écoute. Par exemple, l'article 42 dispose de la constitution du 18 février 2006. Le pouvoir public a l'obligation, c'est-à-dire l'État, a l'obligation de protéger la jeunesse congolaise contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Mais aujourd'hui... Interprétation. Aujourd'hui, nous avons le musicien, profane disons, qui chante matin, midi, soir. Quelle est l'éducation que nos frères et sœurs reçoivent dans les chansons que chantent nos musiciens du jour au lendemain? Le samedi, vous étiez au concert? C'est-à-dire, l'État congolais devrait, en amont et en aval, vous étiez au concert le samedi? Cette éducation mentale, intégralement par là, dans le chef de la jeunesse congolaise. Merci beaucoup, Monsieur Obed. J'aime votre intervention. Vous faites bonne impression. Je suis à vous avant que Joe Ilonga puisse prendre la parole. Selon Monsieur Obed, il dit que la chose qui dérange, entre guillemets, l'éducation de nos jours, c'est le message véhiculé dans les chansons des musiciens dites profanes. À l'époque, il y avait le Luambo, il y avait presque tous ces mondes. Est-ce qu'ils enseignaient dans leurs chansons? Vous partagez son point de vue? Je pourrais dire, avant de répondre vraiment à cette question, renchérir un peu ce que nos amis qui m'ont précédé, qui ont parlé après moi, ont pu dire quelque chose. Je voulais parler de la démographie de notre pays. Nous ne capitalisons pas cette population qui constitue ce qu'on appelle dans le jargon du développement le capital humain. La République démocratique du Congo, j'ai entendu mon confrère qui parle de la Chine, qui a capitalisé sa population pour en faire un capital humain afin de générer de gains pour que le pays quitte la misère jusqu'à devenir
aujourd'hui un pays incontournable en matière économique. Donc la RDC a besoin d'un système éducatif qui est axé au développement, le besoin du développement. On a parlé des besoins sociaux. Est-ce que le Congo, en ce jour, 63 ans après l'indépendance, est-ce que nous connaissons c'est quoi notre vrai besoin? Parce que connaître un besoin est une chose, connaître les vrais besoins en est une autre. Non, je pense que les autorités savent le vrai besoin du Congo. Ce ne sont pas les élections. Le vrai besoin du Congo... Sinon les autorités, bien sûr. Nous avons... D'abord, parlons de sous-sol. Oui. Est-ce que la RDC a combien de facultés qui enseignent la volcanologie? À l'UNIKIN, il n'y en a pas? J'ai dit combien d'universités on a combien de volcanologues? Ça ne se cite même pas. Pendant que nous sommes un pays volcanique. Nous avons un pays qui a de collines partout. Est-ce que la RDC prend en charge les réalités là pour former une bonne quantité de gens qui maîtrisent ces réalités? Je prends le minerai. Aujourd'hui, nous avons le meilleur système éducatif au monde, c'est le système finlandais, la Finlande, qui axe son système éducatif sur la liberté créative et le développement de l'autonomie du pays. Mais est-ce que la RDC a un système éducatif qui permet à la jeunesse, qui permet à sa population de développer ses côtés créatifs? Je ne pense pas. Nous sommes tournés vers l'Occident pour nous ramener le téléphone que nous-mêmes, le Congolais, nous sommes capables, je dirais même à 100%, de produire dans notre pays. Avant de donner la parole à M. Joe Ilonga, je suis encore avec vous, M. Jonsi Kimbangu. Monsieur Obed l'avait dit ici, je récupère sa phrase. Selon lui, le problème, c'est l'État congolais qui a du mal, je me permets de dire, qui se sont essoufflés pour organiser ces secteurs. C'est vrai? Exactement, parce qu'il a parlé de plus de diplômés que plus de diplômes que de diplômés. Mais moi, je veux dire ça autrement. La RDC considère l'éducation comme un luxe. C'est ce que les colons nous ont légué. Quand tu étudies à l'UNIKIN, il y a un abus à l'UNIKIN. Azarana Lovanium. Moi, je connais même une amie à moi. Je vais même la saluer. C'est le luxe. Je vais vous relancer. Mon frère l'a dit. Je vais vraiment vous relancer. Mon amie là, quand j'ai changé avec elle, elle m'a dit, est-ce qu'on peut me prendre? Mon amie là, elle m'a dit ceci. Yo a diplôme, il y a licence, il y a IFASIC. Maintenant, on a diplôme, il y a licence, il y a UNIKIN. Parce qu'il a fait le complice. C'est un grand débat. C'est un très grand débat. C'est pas la question. L'éducation doit être... Le système éducatif doit répondre aux besoins. Oui. C'est pas que, puisque je fais l'UNIKIN, on a beaucoup d'avocats. On n'est pas contre les avocats. Oui. Mais combien j'ai parlé de volcanologues parce que ce sont vraiment des facultés qu'on n'exploite pas. Pendant que s'il y a le volcan aujourd'hui au niveau de l'est du pays, c'est des milliers de personnes et des demeures qui partent. Nous avons aujourd'hui un problème de maïs dans notre pays. Nous allons en Zambie pendant que Zambie et RDC, en termes des études menées, vous ne verrez jamais Zambie s'égaler même à 20%. Mais c'est là-bas qu'on veut aller prendre le maïs. Oui, c'est parce que nous n'avons pas une vision. Et puis on se frappe la poitrine. Nous n'avons pas une vision. J'ai été une fois faculté de l'agronomie, je crois, à l'UNIKIN. Je vois pas plus de 200 étudiants. Mais allez voir les auditoires de droit. Faculté de droit, c'est plus de 2000 personnes. Merci beaucoup, Jonsi. Donc, nous devons démystifier cette histoire que les colons nous ont léguée. Quand tu étudies, nous avons un docteur en droit, nous avons un médecin. Oui, c'est très bien, mais est-ce que ces systèmes éducatifs nous aident à développer notre pays? C'est sur base de ça que nous pouvons dire que la RDC, à l'horizon 2030, 2060, nous serons une puissance
africaine ou mondiale, c'est sur base de ça. Mais si nous négligeons ces questions capitales, cette question capitale, je pense que on pourra spéculer que la RDC à l'horizon 2030 nous serons tel. Je me suis rappelé, c'est un objectif irréel. Je me suis rappelé d'un homme politique, d'un politicien, je ne sais pas si c'est un scientifique, un politicien qui disait à l'époque, les hommes d'État pensent prochaine génération, les hommes politiques pensent les élections à venir. Joe Ilonga, vous êtes dans le circuit de beaucoup d'hommes politiques. En tout cas, ça tombe à point, mais vous êtes à mes côtés. Vous pensez que l'État doit obliger le diplômé à aller dans certaines facultés qui présentent un besoin sérieux pour le pays? On doit laisser la liberté à chacun, parce que la plupart des amis qui finissent, je vais aller faire le droit, le journalisme, il y en a plein. Moi, j'ai fini en 2017, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des ceux qui ne travaillent, qui ne travaillent pas. Mais c'est demain, ceux qui vont venir, vont faire comment? Le problème qu'il y a, c'est aussi mettre en lumière la viabilité de nos richesses. C'est-à-dire, ça ne doit pas être des slogans, comme on le prend. Nous avons 800 millions, 80 millions de ceci. Terre arable. Voilà, terre arable, notre sous-sol a ceci. Voilà. C'est-à-dire, on doit arrêter avec les slogans pour palper la réalité. Okay. Obligation étatique, je ne partage pas cet avis. Parce que nous avons à la tête de notre pays un président démocrate. Chacun de nous a sa liberté de penser, a sa liberté de choix. Mais je reviendrai auprès de ceux qui sont censés orienter. Okay. Je suis plus dans l'orientation que dans l'obligation. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'image que nous avons du cultivateur congolais... C'est même la raison du test de Ténasospé. Par exemple. C'est la raison. C'est-à-dire, c'est l'apport de Tony Mobakazadi. Il faut laver le cerveau de ces enfants-là. D'où l'importance de la gratuité de l'enseignement, qui a commencé d'abord par ramener dans le circuit scolaire énormément d'enfants. Okay. C'est-à-dire, il faut commencer... Plus de 78% des enfants aujourd'hui sont remis dans les circuits scolaires parce que nous devons travailler avec cette jeunesse, avec ces enfants qui sont en train de venir. Vous avez parlé d'hommes d'État aujourd'hui. Tout à l'heure, vous venez de parler d'hommes d'État. D'où l'importance de pouvoir réfléchir à venir. C'est-à-dire, essayer de faire comprendre à ces enfants-là le besoin que nous avons réellement dans notre pays. C'est-à-dire, ça ne doit pas être que de slogans. Ça doit être impulsé dans les écoles, ça doit être impulsé quand on va s'inscrire dans les universités. C'est-à-dire mettre d'abord en avance les filières qui sont bénéfiques de manière très directe pour le pays. Laver l'image du pêcheur congolais, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes pêcheur en République démocratique du Congo, vous savez l'image que vous véhiculez dans la famille. Moi, Joe Ilonga, sortir, aller chercher, prendre la main d'une fille, j'ai dit dans ma belle famille que je suis pêcheur. Vous voyez comment le beau-père va me regarder? Encore moins si c'est quelqu'un qui a fait des longues études, ça sera quelqu'un qui va me dire pêcheur. Non, mais il oublie que c'est un secteur vital pour la vie. Ouais. C'est-à-dire, il faut laver d'abord cette image-là, l'image de l'agriculteur. Est-ce que le ministre de Pêche et l'élevage comprend ces choses? L'image de l'agronome. On doit parler de ça. L'image de l'agronome. C'est comment d'avoir son nom? L'image du pisciculteur. On doit laver d'abord ces images. C'est-à-dire faire comprendre aux étudiants qu'en terminant les études, parce que parfois, les enfants, les jeunes s'orientent dans certaines filières parce qu'ils se disent c'est là-bas que j'aurai l'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire, quand je serai journaliste, je serai comme Paul Giresse, je serai pris en charge par l'État congolais, je vais gagner de l'argent. C'est-à-dire, c'est sur base de ça que les enfants calquent leur modèle. Mais c'est du mensonge. Si vous prenez certains secteurs de la vie aujourd'hui, les enfants n'ont pas de modèle. Quel est l'agriculteur qui nous inspire aujourd'hui en République démocratique du Congo? Citez-moi 5 noms. Des agriculteurs qui inspirent, des pisciculteurs qui inspirent, des agronomes qui inspirent. Il y a que les politiciens, des musiciens et des joueurs. C'est un problème, c'est un véritable problème. D'où l'importance de faire comprendre aux enfants que quand il va finir les études, tu auras cette opportunité de pouvoir t'enrichir. Parce que l'objectif, la finalité dans tout ça, pour l'enfant qui va à l'école, c'est devenir quelqu'un dans la vie. Lui faire comprendre que tu peux devenir agronome et tu peux en être fier. Moi, il y a quelqu'un qui incarne l'image des jeunes qui sont dans l'agriculture aujourd'hui, Willem. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, nous donne la possibilité d'avoir des tomates. Si tout le monde est avocat, si tout le monde est médecin, si tout le monde est, je ne sais pas moi, mathématicien, comment on va manger? Moi, je connais un grand frère qui a fini en 2002. Comment on va manger? Jusqu'aujourd'hui, il ne travaille pas, il est avocat. C'est-à-dire qu'il y a certains domaines, dans la vie en République démocratique du Congo
qui sont considérés comme étant des domaines où il faut aller quand vous sentez que la vie est perdue. Oui, un domaine de pauvres. C'est-à-dire, quand tout va mal, quand vous avez tout raté, vous allez dans l'agriculture. Or, c'est faux. Si vous perdez tout, commencez à élever des prix. Mais Joe Ilonga, vous parlez plus des autres. Vous êtes l'un des responsables ici à Éduc Télévision. Vous vous occupez du programme. Est-ce que vous avez déjà eu à réfléchir à mettre sur pied une émission qui sensibilise dans ce sens? C'est aussi ça qu'il faut faire pour aider les pays. Nous avons une émission qui s'appelle Université Réalité d'Emploi. Avec maman Sophie. C'est tout un programme voilà. Ici à la RTEDUC. C'est pensé justement par rapport à ça. C'est-à-dire, le système éducatif congolais prépare les enfants, je préfère parler des enfants, à devenir demandeurs d'emploi plutôt que créateurs d'emploi. C'est-à-dire, quand vous étudiez, vous ne cherchez pas d'emploi. Oui. Vous ne cherchez pas. Vous allez commencer à chercher quand vous allez finir les études. Et puis aller en prière, en brousse pour chercher. Et c'est un problème. C'est déjà là le problème. Merci beaucoup. Est-ce qu'on nous prépare dans l'entrepreneuriat? La plupart des grands pays aujourd'hui qui sont développés dans le monde, ce n'est pas les riches qui ont développé, mais c'est plutôt la classe moyenne. C'est cette classe moyenne qui permet d'avoir des boutiques, qui permet d'avoir des ajusteurs au coin. C'est cette classe moyenne qui permet le développement de pays. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler des PME, ailleurs, on parle de micro, petite et moyenne entreprise. Donc, ils ont commencé par micro, c'est-à-dire ces mamans-là qui vendent le pain au coin, c'est-à-dire ces cireurs, ces vendeurs ambulants. C'est-à-dire nous devons repenser notre façon de voir les choses. Nous devons laver un peu l'image du cireur, nous devons laver l'image du cordonnier, de l'agriculteur, nous devons laver l'image du pêcheur pour rendre ces filières viables. Allez à l'université de Kinshasa, combien des enfants nous avons? On parle de blocs pétroliers en République démocratique du Congo et blocs gaziers, mais regardez combien sont dans ces facultés-là, dans ces filières-là. Disent que là-bas c'est compliqué, c'est difficile. Des auditoires où les étudiants sont à 4. Où les étudiants sont merci beaucoup Joe Ilonga, merci beaucoup, c'est très intéressant. Monsieur Dan, je suis à vous avant de prendre la dernière partie de cette première thématique. Selon Monsieur Joe Ilonga, en fait, les universités devraient en quelque sorte présenter les vrais besoins aux étudiants et pour les étudiants devraient à leur tour opérer le choix. Mais c'est déjà dans la maison. Moi, je donne mon exemple simple. Ma mère voulait que je puisse devenir médecin. Imaginez, moi, médecin. On est nombreux. Ma maman, vraiment, elle me suit. Maman, je te salue. Moi, on pouvait même me dire que tu ressembles à un médecin. Maman, déjà, pouvait même pleurer. Elle dit non, tu as ta soeur qui est journaliste, tu dois devenir médecin. J'ai dit, maman, chimie, biologie, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, quand je pense à la télé, elle est fière de moi. Vous voyez que ce sont même les parents qui, en quelque sorte, obligent même les enfants à choisir des filières à l'université. C'est de bonne guerre, à mon avis, parce qu'un parent a besoin que son enfant réussisse. Okay. Un parent a plus d'expérience que l'enfant. Un parent connaît les chemins déjà. Il se dit, si mon enfant prend ce chemin, il a plus de difficultés de réussir que s'il emprunte celui-là. C'est des bonnes guerres. Vous ferez peut-être pareil si quand vous... Moi, je vais laisser à mon enfant, je vais laisser à Francesco d'opérer le choix. Non, écoutez... Il est en téléchargement. Hein? Il est en téléchargement. Ça veut dire que le parent a ce besoin-là. Mais la détermination reste maintenant au niveau de la famille. Est-ce que le parent va s'imposer ou va laisser à l'enfant prendre le choix par lui-même? C'est là que se pose le problème. J'ai entendu des parents qui me disent « Je ne laisserai jamais mon enfant faire telle filière ». J'ai entendu des parents dire « Je ne laisserai jamais mon enfant devenir journaliste ». Parce que lui-même est passé par là. Il a vu le calvaire. Il a galéré. Il a galéré, je dis. Le coupage qui, des fois, n'arrive pas. Des fois, ça vient pas. Vous tournez une émission, on vous présente une liste. Non, c'est compliqué. Très compliqué. Le parent dit, mon enfant ne passera jamais. Le message est passé. Plus jamais. Vous comprenez? C'est des bonnes guerres. Le parent a besoin que son enfant puisse mener une vie plus différente que la sienne. Alors, Mandela a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer une génération, pour développer un pays. L'éducation, elle est très importante, elle n'est pas négligée. C'est le pilier du développement. C'est le socle de tout changement. Vous comprenez? Oui. Tous les États du monde sont aujourd'hui grands États parce qu'il y a eu l'éducation, il y a eu la formation. La Silicon Valley aux États-Unis, où tous ces inventeurs nous ont produit les réseaux sociaux que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'éducation. J'aurais appris que Facebook était un TP. J'aurais appris. Voilà, c'est l'éducation.
Steve Jobs, c'est l'éducation. Alibaba, c'est l'éducation. Vous comprenez? Donc l'éducation, c'est le moteur, le socle. Parlons maintenant des filières. Ok. En 30 secondes. démocratique du Congo. 30 secondes. Nous avons pédagogie, pédagogie générale, je crois. Oui. Littéraire, scientifique, biologie, chimie, ben, commercial et administration. C'est du papier, tout ça. Que devient un diplômé d'État? Mon frère parlait très bien de plus de diplômés, plus de diplômes que de diplômés. Mais quelle est la valeur sociale d'un diplômé d'État aujourd'hui? À quoi il sert? En maths physique, par exemple. En maths physique, il sert à quoi? Peut-être un mécanicien, on peut dire, bon, ok, il peut aller. Là, c'est pratique. C'est pratique. Même en pédagogie, est-ce que tu vas aller enseigner? En biologie, chimie. En pédagogie, il peut enseigner. S'il est bon, s'il est bon. Mais en biologie, chimie, il va travailler où? Il va faire quoi? En littéraire, on apprend le latin, une langue On va morte. devenir biologiste. S'il vous plaît. En littéraire, on apprend le latin, une langue morte. Tu apprends ça pendant 3 ans et tu termines. Et puis les papes étaient venus, ils sont chercher le latin, c'est pour interpréter, mais c'était... Voilà. Donc il faut déjà, aux humanités, comme l'a dit mon frère très bien, il faut qu'on ait aussi des écoles de formation. C'est-à-dire une personne peut se dire, ok, je ne suis pas assez intelligent, mes parents n'ont pas assez de moyens. Donc, le projet des 145 territoires doit plus se focaliser sur la construction des écoles de formation. De formation et aussi créer des Adapté débouchés. aux réalités du pays. Okay. Voilà, créer des débouchés aussi pour que ces enfants-là, quand ils vont terminer, qu'ils ne puissent pas galérer ou qu'ils ne puissent pas prendre la machette pour chercher à se rendre utile. Vous voyez, ils doivent se sentir orientés vers... Merci beaucoup, monsieur Dan. Avant de prendre la deuxième thématique, je vous accorde 30 secondes chacun. 30 secondes chacun, je commence avec Jean-C Kimbangu. Je commence avec monsieur Obed. Je commence avec monsieur Obed, Jean-C va clôturer. Monsieur Obed, vous avez 30 secondes. On va prendre un peu de tout. C'est pas, vous allez prodiguer un conseil aux élèves, voilà, aux parents, vous allez prodiguer un conseil à l'État congolais, voilà, pour que notre système éducatif puisse décoller, répondre aux vrais besoins, aider les pays à avancer. Que devons-nous faire concrètement? On vous écoute. S'agissant de ce que M. Dan vient de parler sur ce plateau, je vais toujours donner le tort à l'État congolais et je ne cesserai pas de le faire. Pourquoi? Parce que... Ça devient un acharnement. Non, ce n'est pas un acharnement, c'est dire ce qui est. C'est-à-dire, quand je parle de l'État congolais, je vois le manipulateur de ces institutions. Par exemple, Madame la ministre... Les animateurs, c'est mieux. Oui. Les animateurs, c'est mieux. Ok, d'accord. Nous avons aujourd'hui le ministère de la formation professionnelle, d'où j'ai des amis qui ont fini en scientifique, comme à l'option biologie-chimie, voilà, qui aujourd'hui fabriquent des produits cosmétiques et antibactériens dont ils ne sont pas assistés par l'État congolais. Ils sont là. Pourquoi ne pas l'accompagner? Nous avons aujourd'hui le PME qui accompagne, ou l'entrepreneuriat qui a été créé par le président de la République. Mais nous ne voyons pas dans le fait. C'est-à-dire, c'est sur le plan de forme. D'où nous voyons que non, il faut par recommandation, il faut. Et si aujourd'hui, l'État congolais ou les manipulateurs de ces institutions publiques se mettaient dans la vision du chef de l'État pour accompagner les jeunes qui sont dans ces domaines, il n'y aura pas l'avancement. Aujourd'hui, nous déclarons du jour au lendemain, l'environnement est trop sale, nous avons des moustiques, mais nos jeunes frères-là, dans nos milieux où nous vivons, nous sommes avec eux. Il est au moins avec le... Merci beaucoup, monsieur. Pour chercher comment lutter avec ce phénomène de la salinité. Merci beaucoup, monsieur Obed. Le message est passé. Merci beaucoup. Joe Ilunga, je suis à vous. 30 secondes. Que devons-nous faire? C'est vrai, on en parle au jour le jour, mais on va continuer à parler. Peut-être on va nous écouter aujourd'hui. Que devons-nous faire pour que notre système éducatif puisse contribuer au développement de ces grands pays qui est la RDC? C'est simplement, comme je l'avais dit au tout début, c'est l'adaptation liée aux besoins. C'est-à-dire mieux comprendre le besoin de la République démocratique du Congo, mais également le besoin du monde actuel. Parce que si on se dit seulement, on se focalise sur nous-mêmes, on risquerait de rater, de prendre un train de retard. Nous devons penser aux nouveaux métiers. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Il y a des instituts ou des universités qui forment des informaticiens qui vont fermer dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle,
C'est possible aujourd'hui de demander à une intelligence artificielle de vous pondre une application mobile. Selon ce que vous voulez et en 30 secondes, vous avez l'application. Les amis, nous avons des machines à la maison, on fait les saisies nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes, on imprime à la maison. C'est le moment pour... On fait les conceptions des affiches à la maison. C'est le moment pour les jeunes Congolais de penser aussi aux nouveaux métiers qui se passent à l'extérieur, venir l'imposer ici. Parce que toutes ces universités-là qui ont des filières qui ne reflètent pas la vraie réalité que nous vivons, ils répondent tout simplement à l'offre et à la demande. Ils savent que si vous avez le droit, si vous avez la médecine, naturellement, les enfants vont venir. C'est-à-dire, nous, la population, nous devons prendre conscience de nouveaux métiers. Par exemple, la cybercriminalité, on en parle de moins en moins en République démocratique du Congo. Or, c'est une réalité. Des énergies renouvelables. Nous avons un potentiel incroyable. Nous ne manquons pas le soleil. Pendant que nous sommes en train de parler des panneaux solaires aujourd'hui, est-ce qu'il y a combien d'écoles qui forment des ingénieurs en énergie renouvelable? Si pas l'INPP, ici en République démocratique du Congo. Ça fait même pas 5 écoles où on forme des gens sur les énergies renouvelables. C'est trop. Le plateau de Bateke, par exemple, le plateau de Bateke, vous avez la possibilité de créer des centrales photovoltaïques qui peuvent suppléer à la SNEL. Voyez-vous, la SNEL qui ne s'occupe essentiellement que d'un seul mode d'exploitation. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Adapter notre réalité à notre système éducatif et réfléchir sur notre potentiel pour y intégrer les nouveaux Merci métiers. beaucoup. Monsieur Danzang, je sais qu'il va clôturer. Monsieur Danzang, vous avez 30 secondes. Que devons-nous faire de concret pour espérer les années à venir voir notre système éducatif contribuer aussi au développement du pays? Que devons-nous faire? Je pense que sur base de quoi nous devons partir? Je pense que les amis l'ont aussi ingénieusement dit. Il faut changer il faut adapter le système éducatif aux besoins sociaux. Il faut vraiment le faire. Il faut rendre déjà les personnes qui finissent les humanités utiles à la société déjà. Tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. Vous comprenez? Et tout le monde n'est pas appelé à faire des grandes études. Donc il faut vraiment orienter vers les besoins sociaux. Il faut responsabiliser les jeunes. Il faut orienter les jeunes. Donc l'université doit devenir sélective. Non, une condition sine qua non. Et puis, l'éducation secondaire, l'école secondaire doit être gratuite aussi. Et puis obligatoire. Parce que c'est gratuit, c'est bien, mais il faut que ça soit gratuit et obligatoire. Il faut qu'on oblige les gens à aller à l'école. Nous avons déjà testé ce côté pratique en République démocratique du Congo avec le service national. Oui. Ça a fait ses preuves. Avec le Massangou de Kibouman. Ça a fait ses preuves. Merci beaucoup. Caleb Moukendi qui est à la régie, qui fait du bon travail. Monsieur Jansi Kimbangu, 30 secondes. Merci. Que devons-nous faire? Vous êtes doctorant. Oui, je veux parler sur 3 axes rapidement. Le premier axe, c'est au niveau de la prise de conscience. Oui. J'ai apprécié le chef de l'État l'autre fois quand il a parlé lors du point de presse commun avec le président français. Il a rappelé au président français que vous devez changer votre regard teinté de paternalité vis-à-vis des pays africains. C'est déjà une très bonne prise de conscience, mais nous devons implémenter ça sur le plan pratique. La RDC est un grand pays. Nous devons inspirer les mondes par notre modèle de faire les choses. Merci beaucoup, Jacques. Deuxième chose, je peux dire rapidement, c'est un système éducatif qui commence de la base, comme a dit les intervenants, de la base en s'appuyant sur la liberté créative. Les enfants doivent déjà apprendre à crier. Nous avons tout ce qu'il faut qui accompagne la créativité et les inventions. Donc, la RDC a la possibilité d'accéder son système éducatif dès le bas âge à ces enfants-là jusqu'aux universités, que nous ayons cette liberté d'inventer, de créer et aussi axer sur le développement et l'autonomie de gestion. C'est sur base de ça que nous pourrons, demain ou après-demain, dire que la RDC, à l'horizon 2040, 2030, la RDC peut devenir le premier producteur, par exemple, des armes nucléaires en Afrique. Nous avons la possibilité de le faire. Nous sommes entourés. Déjà, la position géostratégique du pays doit nous interpeller que la RDC doit avoir une armée forte. Et cette armée
ne doit pas toujours être... cette réforme de l'armée ne doit pas être extravertie. Nous ne devons pas regarder seulement l'extérieur pour venir nous appuyer, mais commencer à créer tout ce qu'il faut pour se sécuriser et aussi voir le côté social et répondre aux besoins du développement. On a parlé de métiers, on a parlé des filières qui sont presque disparues, pendant que ce sont des filières basiques. Merci beaucoup, Jancy Kimbangu. Nous allons continuer, mais nous allons libérer M. Danzang. Nous allons libérer M. Danzang. Je pense que, même un mot de la fin, M. Danzang, nous allons vous libérer. Merci beaucoup pour la qualité du casting, en tout cas, c'est très important. J'ai beaucoup appris, surtout à vous, la qualité de la présentation, c'est ingénieux. Voilà, merci beaucoup, M. Danzang. Voilà, on va continuer, on va prendre la deuxième partie. Comme je l'avais dit, à la genèse de votre magazine Éduc-Presse, nous allons parler de cette disposition constitutionnelle qui stipule dans son article 142, alinéa 2, qui parle de la traduction de lois et textes légaux de la République démocratique du Congo, qui jusque-là souffre de sa concrétisation. La grande question des Congolais se pose: est-ce une priorité ou un passe-temps? Je pense que je dois commencer avec monsieur Joe Ilunga. Je commence avec vous. Je commence vraiment avec vous. C'est un sujet, voilà, dans le couloir, nous avons échangé, nous avons eu à parler de ça. Vous avez des idées merveilleuses qui vont certainement aider ces personnes qui nous suivent en ce net moment. Est-ce que nous devons voilà, faire la traduction de nos lois et textes en langue nationale? Est-ce une priorité? Oui, c'est une priorité de priorité, parce que quand on nous dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire on nous rappelle que tout le monde doit connaître la loi. C'est-à-dire personne ne peut faire abstraction de l'existence de la loi. Nous sommes tous censés la connaître. Mais on va la connaître de quelle manière? Vous allez nous dire, oui, nous sommes un pays francophone, le plus grand pays francophone au monde. On va nous vanter tout le potentiel francophone que nous avons. Je n'en disconviens pas. Mais voyons la réalité. Revenons encore sur ce côté réel, sur ce côté social, sur ce côté vécu, sur ce côté, tout ce que nous vivons au quotidien. Est-ce que nos textes sont compris par la population? Très bonne question. C'est ça la grande question qu'il faut qu'on se pose. Il y a des expressions que même certains intellectuels ne comprennent pas, qui ne sont pas dans le domaine. Quand on vous dit alinéa, c'est quoi? Avec cette fameuse phrase, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qui renforce même l'importance de pouvoir... Voilà, c'est ce qui permet... Voilà, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, on vous dit, non, c'est une jurisprudence. Oui. Attendez, c'est quoi une jurisprudence? C'est-à-dire, nos textes doivent être traduits dans les langues qui vont permettre à tout le monde de pouvoir comprendre. D'où l'importance de pouvoir s'investir dans cette forme d'apprentissage. Ça sera une école. J'en ai parlé avec certains amis dans certains forums où on a eu à discuter. Ils ont dit, voilà, les Congolais sont dans l'obligation d'apprendre le français parce que c'est la langue de l'apprentissage. C'est même le point de vue de Anthony Lutamboé. Alors là c'est créé encore un autre problème. Celui qui ne sait pas parler le français, donc vous devez d'abord le former à parler français et après faire la vulgarisation des textes. Non, on traduit et puis on fait la vulgarisation. Directement, ça nous permet de gagner en temps et puis en termes de moyens. Merci beaucoup. Je prends M. Jancy Kimbangu. M. Jancy Kimbangu, par rapport à cette même question, vous partagez aussi le point de vue de M. Joe Ilunga que nous devons, avec vitesse de croisière, de faire la traduction de nos lois et textes légaux en langue nationale. Moi, je pense qu'avant d'abord d'arriver à la traduction de nos lois en langue nationale, tout ça, c'est d'abord commencer par laver le cerveau de Congolais qui pensent qu'en parlant lingala, c'est une sorte de faiblesse, tu es marginalisé, tu ne vaux rien. En parlant swahili, bon, ça fait rien dire, mais quand tu parles français, on te respecte, même dans la belle famille, on te dit, oh, c'est un intello. Il faut d'abord commencer à faire ce travail-là. Mais c'est pour la famille, quand vous parlez lingala, on vous frappe. Nous arrivons... Maman Bodé qui est là, quand son enfant parle en lingala, yo, voilà. Lingala pour nous réfléchissons
dans une langue avant même de parler. Oui. Nous sommes en train de réfléchir parce qu'on a la maîtrise, on a eu l'habitude de parler français, de réfléchir. Mais pour réfléchir, il faut d'abord connaître une langue. Le français étant une barrière, aujourd'hui nous avons des licenciés qui sont, excusez-moi, nuls dans le débat comme ça. Vous les appelez, vous improvisez un sujet. Il ne sait pas se débattre, se défendre parce qu'il a d'abord un problème de réflexion. Il doit commencer par réfléchir dans une langue et traduire cette pensée-là en français. Ça fait 2 exercices directement. Alors, quand nous revisitons notre manière de faire les choses, la loi, même notre éducation, la Chine aujourd'hui est la grande puissance économique. C'est pas parce que la Chine parle français, c'est pas parce que la Chine parle anglais, mais c'est parce que ils ont compris que les enfants doivent apprendre leur langue, apprendre la technologie avec leur langue. J'ai des documents, des livres que je ramenais de la Chine, oui. Mais c'est dans leur langue. Je ne sais pas même traduire ça. Ils cachent leur intelligence dans les... Ça sera une force pour la République démocratique du Congo de véhiculer, d'imposer les autres nations à apprendre nos langues pour comprendre notre intelligence. Donc, comme l'a dit mon co-débatteur, que c'est vraiment une urgence, oui. Et l'État congolais doit commencer par reformer cette façon-là. Que le Congolais sache que le Lingala, le Swahili, l'Uba ou le Kikongo, ce sont nos langues. Le français, c'est juste apprendre une langue étrangère, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais ça va juste vous aider à vous ouvrir à d'autres cultures. Et ça ne doit pas être une nécessité. Comme l'a dit Eddy, il dit que vous parlez français, on vous dit c'est la langue des intellectuels. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous la langue des intellectuels, ça veut dire quoi? Quand tu dois être... avant d'être intellectuel, il faut nécessairement parler français. Il y a des gens qui parlent français, qui sont au gouvernement, incapables de s'imaginer des solutions par rapport aux problèmes du pays. Voilà, il y a d'autres qui entourent les autorités juste par le simple fait qu'ils soient diplômés de Sorbonne, de ceci, cela, mais ils sont vraiment faibles en termes d'imagination, en termes de créativité. C'est parce que nous avons essayé, comme je l'ai dit tantôt, faire de l'éducation le luxe, faire de la langue, parce que la langue, c'est un vecteur de connaissances. Voilà, merci beaucoup, monsieur Josi Kimbangu. Je suis à vous. Monsieur Obed, je rappelle que vous êtes jeune leader, vous êtes même l'initiateur de cela. Vous avez écrit au chef de l'État. Voilà, la suite, c'est comment le chef a répondu. Il vous reçoit quand déjà? Il vous accompagne? Après, premièrement, je vais dire trop merci à mon maître, qui a mentionné les droits constitutionnels congolais. Vous êtes avocat. Donc quand Joe tirait à balles réelles, si vous étiez à côté, oh mais dis donc, vous pouvez être très calme. Non mais il faut dire qu'on n'a pas de problème avec des juristes, sinon eux aussi auront des problèmes avec des juristes. Alors répondez à ma question. Vous avez écrit au chef, vous l'avez rappelé pour que ces textes puissent être, voilà, ces documents puissent être traduits dans nos langues, voilà. Je commence à remercier mon maître, mon enseignant, oui. Qui m'a enseigné en G2, le grand maître, le grand professeur, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbatamango. Ah, ok. Le premier constitutionnaliste congolais l'unique pour la République démocratique du Congo. L'unique? Il est l'unique constitutionnaliste pour la République démocratique du Congo. C'est vrai, j'en sais. C'est mon point de vue. Ah, ok. Vous êtes nous sommes en démocratie. Dans les Djalelou. Non, ce n'est pas les Djalelou. Répondez à ma question. Le message est passé, merci beaucoup. Il a compris. Il vous suit, va vous appeler. Au terme de cette loi, de la Constitution du 18 février 2006, oui. Jusqu'à aujourd'hui 2023, nous venons de fêter hier, c'est la 17e année d'anniversaire de cette Constitution. Ok. D'où l'article 142 de notre Constitution nationale linéaire 2e, c'est-à-dire la phrase qui vient, qui stipule ceci. Dans tout le cas, les gouvernements assurent la division en français et dans chacune
des 4 langues nationales dans le délai de 60 jours à date de la promulgation. Cela veut dire, depuis 2006, le 18 février 2006, dont la Constitution était mise en vigueur, notre gouvernement, donc le gouvernement de la République du Congo, devrait assurer en amont et en aval la tradition de nos lois dans toutes nos 4 langues nationales, qui est les Swahili, les Luba, les Kikongo et les Lingala. Mais aujourd'hui, vu que tous ceux qui viennent pour succéder à la tête du gouvernement, que ce soit ministre ou premier ministre, ne viennent que pour leurs intérêts politiques, égoïstes et autres, alors nous avons dit, après l'apprentissage de cette connaissance claire et éclairée par le maître, nous devrons saisir les autorités compétentes, c'est-à-dire le président de la République en tant que garant de la nation et de bon fonctionnement des institutions en premier lieu, de façon qu'ils puissent s'impliquer en amont et en aval sur la tradition de nos lois, dans tous les 4 langues nationales, telles qu'elles voulues par nos législateurs. Parce que les Congos que nous avons hérités aujourd'hui n'a pas commencé en 2006. Mais pourquoi nos législateurs de 2006 ont voulu intégrer ceci, la traduction de nos lois, dans la Constitution? En conclusion, 30 secondes. En conclusion. Cela veut dire, nous étions allés auprès du Premier ministre, nous l'avons saisi sans suite. C'est pourquoi nous sommes allés auprès du président de la République, nous avons sollicité l'audience. La suite, c'est comment? L'audience nous a été accordée. C'est pourquoi? L'audience nous a été déjà accordée, nous avons été reçus. Ah, vous m'avez oublié. Pendant cette audience. Vous êtes méchant. Oui, quand c'est les lucres, on te met de côté. C'est les pays qui gagnent. Quand c'est la communication, on vient vers toi. C'était les pays qui avaient gagné. Alors, ce n'est pas nous. Les pays qui en ont bénéficié. Okay. Alors, nous sommes allés en face de... C'est quoi la conclusion? Le chef a dit quoi? Nous avons expliqué notre idée. Et, avec le chef lui-même? Oui, avec le chef. Donc, devant le collège juridique et administratif, okay. Le chef de l'État. Et après débat et conclusion sur l'applicabilité de cet article, le collège juridique et administratif nous avait renvoyé d'établir une note explicative pour détailler qu'est-ce que nous devons faire, par où commencer pour traduire ces lois, parce que vous en êtes initiateur. Et nous avons dit, bon, nous avons tant de lois. Quant à ces, nous devons d'abord commencer la priorité est dans 3 lois. Quelles sont ces lois? Nous avons dit la Constitution elle-même, parce que la Constitution régit beaucoup de lois de nos pays. 3 secondes. Nous avons le Code de la famille, qui est la loi, donc le Code de la famille, c'est une loi, mais c'est aussi un code qui réglemente la vie de nous particuliers dans la société. Okay. La vie conjugale, la succession, même l'identification d'une personne qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas comment identifier une personne. Nous voyons même les mandats d'arrêt ou les invitations. Voilà, merci beaucoup, monsieur Obed. Le temps nous est imparti. Une personne comme telle. Et vous chutez. Nous avons proposé la tradition de la loi sur la sous-traitance. Parce qu'aujourd'hui, nos forces de serre qui travaillent chez les Indiens ou les Pakistanais consorts sont maltraités avec un seul francs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont merci pas beaucoup, monsieur Obed. Voilà, merci beaucoup, monsieur Obed Mounouma. Je pense qu'il y a vraiment à dire. On va encore vous récupérer pour finir. Merci beaucoup à mes amis qui sont sur les plateaux. Je ne saurais vous accorder la dernière parole parce que le temps nous est vraiment... Kimbangu, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. On vous voit par le dos. Je suis Kimbangu, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes là. Je suis Kimbangu, merci beaucoup. Voilà, j'ai dit aussi un grand merci à M. Obed. Merci pour votre présence. Merci à Joe Ilonga. Merci à M. Dan qui nous a précédé. Il est aussi présentateur. Il avait une émission. Il nous a fait voilà, le bonheur de participer à notre magazine Educ Presse. Votre émission touche à sa fin. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Permettez-moi de dire un grand merci à ces merveilleuses personnes qui nous ont aidés à organiser cette émission. Je dis un grand merci à Joyce qui a travaillé comme opérateur de son. Je dis un grand merci à Caleb Mukendi, réalisateur. Je dis un grand merci à Maman Godet. Je dis un grand merci à Tati Sieli. Je dis un grand merci à Pla Mervi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Que cette nouvelle année t'apporte beaucoup de bonnes choses. Il y a aussi une amie que vous connaissez parfaitement bien, Gisèle Tambouka,
qui fête aussi son anniversaire, Gisèle Tombouka. Heureuse fête d'anniversaire à toi. Que Dieu te fasse énormément du bien. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.